Bonsoir à tous, il est 23 h et l'information reprend le pouvoir sur RTI 1. Voici les titres de ce journal. Le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu respectivement ce mardi 8 décembre avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne et l'ambassadeur du Brésil en Côte d'Ivoire. En fin de mission dans notre pays, les deux diplomates sont venus faire leurs adieux au chef de l'État. Ils en ont profité pour faire un tour d'horizon des relations de coopération entre leur pays et le nôtre. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu en audience les ambassadeurs du Royaume des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne. Le chef du gouvernement a aussi eu une séance de travail avec le président de la Banque ouest-africaine de développement ainsi que le président du club Abidjan Ville Durable. Et puis dans l'actualité hors de chez nous, le Ghana toujours dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. Un scrutin serré entre le président Nana Akufo-Addo qui brigue un second mandat et son prédécesseur John Mahama Dramani, leader de l'opposition. Le scrutin s'est déroulé globalement dans le calme dans tout le pays. Voilà pour les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce mardi au palais présidentiel l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Joséphine Louisa Gold est venue lui faire ses adieux au terme de sa mission dans notre pays. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Nommée en août 2016 comme ambassadrice de la Grande-Bretagne, Joséphine Gold, après 4 ans et demi passés en Côte d'Ivoire, est venue faire ses adieux ce mardi 8 décembre au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. La diplomate britannique se réjouit de son bilan à la tête de la représentation diplomatique de son pays. On a parlé de la dernière visite du président en Grande-Bretagne et les projets économiques que nous avons ensemble. Le président était venu en Grande-Bretagne en janvier pour un sommet sur l'investissement en Afrique. On a parlé aussi de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et le fait qu'on a dernièrement signé un accord pour assurer la continuité de commerce entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire, que c'est très important pour les exportations de cacao et les producteurs ivoiriens. Joséphine Gold regagne la Grande-Bretagne au terme d'un fructueux séjour en Côte d'Ivoire. Lui aussi est en fin de mission en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du Brésil a également été reçu par le chef de l'État. Bruno Luis dos Santos Cobuccio est allé exprimer sa gratitude au président de la République. On retrouve encore une fois Viviane Aïma. C'est le 24 mars 2017 que Bruno Luis dos Santos Cobuccio, ambassadeur du Brésil, avait présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel d'Abidjan. Ce mardi 8 décembre, il est venu faire ses adieux au chef de l'État ivoirien après 4 ans de mission en Côte d'Ivoire. Une mission satisfaisante à bien des égards, selon le diplomate brésilien. On a réussi ces 4 ans à faire avancer plusieurs dossiers des relations bilatérales. Quand je suis arrivé ici, il y avait un embargo au Brésil pour les exportations de cacao de la Côte d'Ivoire. On a réussi à résoudre ce problème. On a connu aussi une diversification des exportations de la Côte d'Ivoire vers le Brésil. Maintenant, nous importons pas seulement du cacao, mais nous importons de noix de cajou, de caoutchouc et d'autres produits ivoiriens. Des exportations brésiliennes aussi ont connu un saut qualitatif considérable avec l'exportation d'autobus, de Scania Marco Polo. Et voilà, c'est un bilan très, très favorable. On a reçu 3 visites du ministre d'État des Affaires étrangères du Brésil ici. Enfin, je suis très content, très, très fier du travail accompli. Je remercie beaucoup les autorités ivoiriennes qui ont été toujours très, très sympathiques, très aimables avec moi et avec le Brésil. Je remercie beaucoup aussi le peuple ivoirien qui a d'une énorme sympathie. C'est un peuple frère avec qui on partage beaucoup de points. De dire au président Ouattara que le Brésil, c'est un pays africain en Amérique latine. Il y a les mêmes paysages, les mêmes arbres, les mêmes couleurs de la terre, etc. Et le gouvernement brésilien espère qu'une fois passée la pandémie
du Covid, les affaires vont s'accroître, les relations vont se développer parce que c'est le destin de nos pays. Bruno Luis dos Santos Cobuccio, qui regagne ainsi son pays, a été auparavant ambassadeur du Brésil au Gabon. Je vous le disais, en ouverture de ce journal, le chef du gouvernement a accordé ce mardi plusieurs audiences, notamment aux ambassadeurs du Royaume des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne. Au cours d'une autre séance de travail, Ahmed Bakayoko a échangé avec le président de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et le président du club Abidjan Ville Durable. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Ce mardi à la primature, un agenda bien chargé pour le chef du gouvernement. Il est 15h, Ahmed Bakayoko reçoit le club Abidjan Ville Durable. Dans un contexte d'urbanisation accélérée, le club, mis en place depuis 2016, entend apporter sa contribution pour la conception de villes respectueuses de l'environnement. L'idée de ce club, c'est de mettre à disposition donc, toutes les capacités, l'expertise, l'expérience des membres du club au service de la Côte d'Ivoire pour construire ensemble des projets innovants au service de la ville durable. 15h30, place à la BOAD. La Banque ouest-africaine de développement a un nouveau patron depuis le mois d'août dernier. Serge Écuyer est venu réaffirmer la volonté de l'institution de soutenir le bon développement en cours dans le pays. La République de Côte d'Ivoire vient d'émettre un bond qui a été extrêmement performant. Je comprends que le book a atteint 5 milliards pour une demande initiale d'1 milliard. La confiance est là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Premier ministre m'a fait part de la préoccupation de la République de Côte d'Ivoire pour faire en sorte que la BOAD prenne véritablement en compte le poids de la République et de la Côte d'Ivoire au sein de la zone et que ce poids se reflète aussi dans les transactions, les projets que nous menons. Nous avons également travaillé sur la façon avec laquelle nous pouvions améliorer la gestion de notre bilan, l'augmentation de notre capital, la capacité de la banque à aller lever de la ressource, à mettre à disposition des États, que ce fût, et des pays, mais que ce fût dans le secteur privé ou dans le secteur public. Le chef du gouvernement a aussi accordé une audience à l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Sur un tout autre plan et dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de prévention, de gestion des crises et des catastrophes en Côte d'Ivoire, l'Office national de la protection civile, ONPC, vient de recevoir des équipements d'une valeur de plus de 850 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de fourgons-pompes, de véhicules de transport sanitaire, de pick-up double cabine, de soutien, de divers matériels incendie et des lots de premiers secours destinés à 5 centres de secours d'urgence. C'est un don du Japon et du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Vagondo Diomondé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, recevant ces équipements à l'École nationale de police ce mardi, a traduit la gratitude de la République de Côte d'Ivoire aux donateurs. Et on continue à parler de l'ONPC, l'Office national de protection civile, qui a reçu un don d'une valeur de plus de 181 millions de francs CFA de l'Union européenne. Un don essentiellement composé de matériel, de tenue de travail et d'intervention. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a appelé ses collaborateurs à en faire bon usage. Le reportage d'Ahmed Traoré avec le commentaire de Godefroy Okambawa. Ce don d'une valeur de 181 millions de francs CFA est accordé par l'Union européenne à l'Office national de protection civile, ONPC. Il est composé de 2000 tenues de type F1, une tenue de base des sapeurs-pompiers, mais aussi de 7500 masques lavables. Un acte qui, selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, vient à point nommé. Aujourd'hui, nous bénéficions d'un don très important de l'Union européenne, à hauteur de 181 millions de francs CFA. Après déjà un programme dont nous avons bénéficié à hauteur de 6 milliards de francs CFA, programme qui a permis d'équiper 10 centres de secours en moyens roulants et en matériel d'intervention. C'est l'occasion pour moi d'inviter les conseils régionaux, qui sont normalement les premiers soutiens des pompiers civils, à faire en sorte que ce corps-là puisse être valorisé. Pour le représentant de l'Union européenne, ce don est l'expression de la bonne santé, de la coopération
avec la Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, on a fait les plus grands projets de protection civile en Afrique de l'Ouest pour plus que 6 milliards de francs CFA. Donc on a formé 1500 pompiers, on a réhabilité 10 centres de protection civile. Et là, aujourd'hui, on a fait un don de 2000 tenues de protection qui couvrent en fait tous les agents de la protection civile ici. La tenue F1 protège du risque d'infection, mais également contre les coupures aux avant-bras lors des différentes manipulations. Le ministre du Plan et du Développement a ouvert hier lundi à Grand-Bassam un atelier dont l'objectif était de faire la revue de toutes les études économiques, sociales, environnementales et culturelles disponibles en Côte d'Ivoire. La rencontre a aussi permis d'identifier les secteurs ainsi que les thématiques insuffisamment analysées ou étudiées. Pour Nialé Kaba, cet atelier organisé en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, devrait contribuer au renforcement des capacités d'analyse et de réflexion stratégique en vue d'une meilleure planification des politiques de développement. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. D'importantes ressources financières et humaines sont mobilisées par le gouvernement et les partenaires pour l'élaboration des stratégies de développement, mais celles-ci sont souvent insuffisamment utilisées. Cet atelier, organisé sous l'impulsion des partenaires au développement, vise donc une meilleure optimisation des résultats des différentes études menées dans le cadre du développement. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est qu'au niveau du ministère, une fois que la cartographie a été complétée, que les études puissent être partagées et disséminées avec les partenaires. Que nous puissions faire l'analyse ensemble avec le gouvernement pour voir comment ces analyses peuvent appuyer la transformation de l'économie. Les travaux de cet atelier permettront de répertorier dans une base de données l'ensemble des études réalisées ou en cours de réalisation par les acteurs nationaux et les partenaires au développement, afin d'aboutir à une meilleure prise de décision. Il s'agit de faire une cartographie de l'existant et de réfléchir ensemble comment on peut harmoniser la réalisation, la prise de décision, même les thèmes de référence des études à venir et surtout aussi de créer de la transparence dans les résultats des études existantes et des études à venir pour que pratiquement tout le monde puisse avoir accès aux études, aux conclusions. Les études déjà réalisées révèlent une forte concentration sur certaines thématiques sociales au détriment de sujets d'actualité tels que le genre, la digitalisation de l'économie, la paix, la sécurité et la cohésion sociale ou encore les changements climatiques. La restitution des résultats interviendra au bout de 3 jours de réflexion en commission de la 60aine de participants issus des structures ayant réalisé ces études. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, a procédé jeudi dernier à la pose de la première pierre du futur siège social de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Ce projet, vieux de 30 ans, va être bâti sur une superficie d'1 hectare et sortira de terre dans 12 mois. Le compte-rendu, le Cheikh Aboubakar connaît. Il aura fallu 30 années d'attente. 30 années de longues et interminables transactions pour que les experts comptables de Côte d'Ivoire réalisent leur rêve, celui de se doter d'un siège institutionnel pour leur profession. Nous souhaiterions que la Maison des experts comptables constitue un facteur d'union entre les professionnels et un lieu de rencontre privilégié avec les opérateurs économiques. Car notre métier est surtout de contribuer à la modernisation de notre économie en apportant un appui certain à nos autorités gouvernementales en vue de voir se réduire la partie non formelle de notre économie. L'ouvrage sortira de terre dans 12 mois et sera bâti sur une superficie de 1000 m². Pour le ministre de l'économie et des finances, cet ouvrage va contribuer au rayonnement de la profession comptable en Côte d'Ivoire. Selon les experts, le coût du projet s'élève à environ 1 milliard de francs CFA. Il intègre des fonctionnalités modernes adaptées au cadre d'exercice et de développement de vos activités professionnelles. Aussi, au nom du gouvernement, je voudrais féliciter l'ensemble des professionnels experts comptables et les partenaires à ce projet pour cette heureuse initiative qui s'inscrit dans le contexte plus général d'amélioration du climat des affaires pour lequel le rôle des experts comptables dans la production d'informations financières fiables reste crucial. À terme sera ouvert dans ce siège un institut pour renforcer les capacités des acteurs, tant privés que publics,
sur la profession comptable. C'est le 11e du genre sur toute l'étendue du territoire national. Le chantier École de la petite mine de Gloleux, dans le département de Zouaounien, à l'ouest du pays, a été inauguré par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kwasi. Une action qui vise à lutter contre l'orpaillage clandestin en dispensant une formation qualifiante aux jeunes afin de leur permettre d'opérer dans le secteur de la petite mine en toute sécurité et légalité. La correspondance d'Ève Boué. Le chantier École de la petite mine de Gloleux dans le département de Zouaounien est inauguré par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kwasi, en compagnie du ministre de l'Artisanat, Konaté Sidiki. Pour cette première promotion, ce sont 30 impétrants qui, durant 4 mois, seront formés pour être des artisans miniers modernes et modèles. C'est un métier qui m'a plu d'abord. Et on voit que l'exploitation clandestine, sincèrement, détruit. Et quand c'est comme ça, il y a plus de sécurité, il y a de l'ordre. Diplômé de mine et géologie, cette opportunité est bienvenue pour moi en tant que jeune d'apprendre le métier de minier et me permettre aussi de m'installer à mon propre compte demain. Une action du gouvernement pour lutter contre l'orpaillage illicite. La première réponse du gouvernement à l'orpaillage illicite qu'il combat de toutes ses forces, c'est le projet Chantier École qui nous rassemble aujourd'hui ici à Zouaounien. Objectif visé par ce projet, garantir à travers une formation de qualité, un encadrement et un suivi régulier des artisans miniers, la création d'emplois pérennes et décents et un développement économique durable du secteur de la petite mine en Côte d'Ivoire. Les élus et cadres de la région du Tonkpi, reconnaissant à l'état de l'ouverture de ce chantier école, exhortent les jeunes à saisir cette opportunité. Ce chantier dans la région permet aux jeunes de cette région qui veulent faire de l'or, comme on apprend la menuiserie, la mécanique, l'électricité, de venir apprendre ce métier. C'est une porte ouverte à une formation, à un apprentissage. Mais le programme ne s'arrête pas là. Une fois ces jeunes formés, ils sont accompagnés, encadrés. Avec une équipe de 10 jeunes, on peut faire une exploration de ce type-là qui peut être rentable, qui peut être productif. Et donc, il est important que nos jeunes sachent, au lieu de rester dans les villages, à ne rien faire. Le chantier École de Gloleux est le 11e du genre ouvert sur l'étendue du territoire en cette année 2020. On parle maintenant de santé. C'est la deuxième fois d'affilée que le Centre de contrôle et de prévention des maladies, CDC Atlanta, finance une campagne de vaccination en Côte d'Ivoire. Il vient d'octroyer 15 000 doses de vaccins pour les agents de santé contre la grippe saisonnière. La campagne vise à protéger ces derniers et leurs patients afin de réduire les infections nosocomiales. Rappelons que les épidémies de grippe annuelle causent entre 290 000 et 650 000 décès dans le monde entier selon l'OMS. Le compte-rendu de Didier Nguessan. Ils sont au contact des patients et sont susceptibles de contracter ou de transmettre la grippe saisonnière. Les agents de santé se font vacciner contre cette épidémie annuelle et le ministre Aka Ouele se prête à l'exercice. L'année passée, lorsqu'on a fait, effectivement, je n'ai pas fait de grippe toute l'année. Le vaccin, il est bon. Ça permet vraiment de ne pas être grippé, d'avoir de saison de grippe pendant au moins 1 an de protection. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique lance ainsi la campagne de vaccination des agents de santé contre la grippe saisonnière. Elle va concerner 35 districts sanitaires dans 8 régions pour 15 000 doses de vaccins. L'infection grippale peut entraîner une augmentation de l'absentéisme et la perturbation des services médicaux. Par ailleurs, les membres du personnel de santé infectés par le virus de la grippe saisonnière peuvent contribuer à la transmission que nous disons nosocomiale de l'infection, c'est-à-dire à leurs patients. Le CDC s'engage à continuer d'appuyer le programme de l'INHP sur la grippe, que ce soit dans la surveillance sentinelle ou la vaccination contre cette pathologie. Le vaccin est une priorité de santé publique et la Côte d'Ivoire suit de près celui contre la COVID-19, selon le ministre Aka Ouele. J'exhorte l'ensemble des agents de santé des districts concernés
à se faire vacciner massivement au cours de cette campagne. La réussite de cette présente campagne sera un enjeu majeur pour la vaccination contre la COVID-19. Le personnel de santé qui est en première ligne dans la lutte contre cette pandémie sera une cible prioritaire lorsque le vaccin sera disponible. En 2021, la campagne contre la grippe saisonnière va s'étendre aux 113 districts sanitaires du pays. Toute la rédaction de RTI 1 reste mobilisée pour vous donner les informations en temps réel sur la pandémie de la COVID-19. Les chiffres du jour dans quelques instants. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 8 décembre 2020, 6 nouveaux cas de Covid-19 sur 357 échantillons prélevés, soit 1,7% de cas positifs, 11 guéris et 0 décès. À la date du 8 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 513 cas confirmés, dont 21 161 personnes guéries, 132 décès et 220 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 226 594. Et puis le Royaume-Uni a commencé aujourd'hui, mardi, à déployer le vaccin contre la Covid-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, devenant le premier pays occidental à entamer une campagne de vaccination de sa population dans l'espoir d'endiguer l'épidémie. Le Royaume-Uni est le premier pays européen le plus affecté par la crise sanitaire, avec plus de 61 000 décès recensés. Quelques 40 millions de doses du vaccin de Pfizer et BioNTech ont été commandés. Autre chose, à présent, en sa qualité de cadre du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a échangé dimanche avec des jeunes du FPI, des ex-combattants et des ex-détenus dans la commune de Yopougon. Adama Diawara a exhorté les jeunes à la paix et à la cohésion sociale. Il les a invités à prendre des initiatives pour l'auto-emploi. Le reportage d'Issa Chonayo. Un échange sans langue de bois, c'est ainsi qu'on peut qualifier la rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, et des jeunes du FPI, Front populaire ivoirien, des ex-combattants et ex-détenus à Yopougon. En sa qualité de cadre du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, il exhorte ces jeunes à tourner le dos à la violence. Il était de mon devoir en tant que fils de Yopougon de réunir tous les leaders de la jeunesse de l'opposition, notamment les ex-combattants, les ex-détenus, les étudiants de Yopougon, pour leur parler de paix, pour leur demander de tourner le dos à la violence parce que la violence détruit. Le ministre Adama Diawara saisit cette occasion pour indiquer qu'Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. À ce titre, il assure son auditoire que le nouveau quinquennat du chef de l'État a pour priorité l'emploi des jeunes. Et actuellement, le gouvernement met en place les instruments nécessaires pour faire en sorte que tous les jeunes en âge de travailler puissent avoir accès à un emploi digne de ce nom, à un emploi stable et rémunérateur. Les jeunes du FPI saluent l'initiative du cadre du RHDP. Ils prennent l'engagement d'œuvrer pour la paix. Nous pensons aussi, comme Félix Houphouët-Boigny, qui disait que le dialogue est l'âme des forts. Je pense que chacun de nous doit faire un sacrifice en allant au dialogue. Adama Diawara a promis d'initier d'autres cadres de rencontres avec ces jeunes afin de favoriser le vivre ensemble dans la commune de Yopougon. On continue à parler de cohésion sociale, notamment avec la coalition des mouvements et associations de l'opposition pour la paix, qui dit non à la désobéissance civile et soutient le dialogue politique. Les membres de cette organisation étaient récemment au Palais de la Culture de Treichville pour exprimer leur volonté de paix. Ensemble pour une Côte d'Ivoire apaisée, c'est le thème de cette rencontre qui a réuni de nombreux leaders de jeunesse. Moussa Konaté. Agissons ensemble pour une Côte d'Ivoire apaisée. C'est le thème de cette rencontre initiée par la coalition des mouvements et associations de l'opposition pour la paix. Des jeunes leaders qui ont décidé de se mettre ensemble pour parler de paix. Les questions qu'on regarde dans la même direction, dans la paix. Il faut conduire sa génération autour de la paix et ça a été la motivation, ma motivation. J'ai associé presque tous les mouvements épris de paix et sans la paix,
rien n'est valable. Sans la paix, on n'a pas de perspective. Alors, le temps de construction est arrivé. Nous avons décidé de nous donner la main, toutes générations confondues, déshabiller de nouvelles politiques de la société civile, conduire notre destin vers la paix. La coalition des mouvements et associations de l'opposition pour la paix prévoit une tournée de sensibilisation les jours à venir dans plusieurs localités pour inviter les populations à la paix et à la cohésion. Toujours au chapitre de la cohésion sociale, il y a quelques semaines, le médiateur de la République avait annoncé l'envoi de délégations dans les zones qui ont connu des violences au cours de la période électorale. Après l'étape de Yamoussoukro, c'est au tour de la ville de Bangolo d'accueillir la délégation conduite par Adama Tungara. À l'issue des séances d'écoute des différentes couches de la population, un comité de veille et de suivi de la cohésion sociale a été installé. Le compte-rendu d'Evoué. Benoît Touzamoué, chef de village de Gouidji, est désormais le président du comité de veille et de suivi de la cohésion sociale du département de Bangolo. Il reçoit son arrêté de nomination des mains d'Adama Tungara, médiateur de la République. Ce comité a pour objectif principal la prévention d'éventuels conflits, la sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. Les membres auront pour mission de parcourir les hameaux et les villages du département pour contribuer à l'inspiration de la cohésion sociale et au renforcement de la cohésion sociale. Après donc le passage du médiateur, nous avons donc entamé une série de rencontres et nous avons signé donc la sous-préfecture du département. Avant l'installation officielle du comité de veille, des séances d'écoute avec les différentes couches de la population, en l'occurrence les guides religieux, les élus et cadres, les jeunes, les femmes, les communautés nationales et non nationales se sont déroulées sur plusieurs jours. Ces séances ont permis de faire le point des violences enregistrées au cours de la période électorale, d'en déceler les causes et de faire des recommandations avant la tenue des prochaines élections législatives. Le médiateur de la République invite toutes les populations à faire preuve de retenue afin de préserver la paix et la cohésion sociale, car le Guemon a déjà trop souffert des crises. Il a en outre exhorté la jeunesse à être plus responsable. Nos jeunes qui se trouvent aux premières lignes des affrontements doivent prendre conscience de la nécessité de privilégier leur avenir et rejeter toute offre de manipulation aux issues incertaines. Il vous revient avant tout de dire non, vous les jeunes, à toute forme de sollicitation qui pourrait compromettre votre avenir. Évitez de vous engager dans la voie de la violence, dont vous serez les principales victimes. Avant la séance publique, le médiateur a échangé avec les populations des villages de Béoué et Gouidji. Après Bangolo, ce sera au tour des localités de Mbato et Bongwanou d'être visitées par la mission de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale du médiateur de la République. Politique, à présent, les membres des instances de la coordination du RHDP Moronou étaient réunis en conclave samedi dernier à Bongwanou. Ils ont fait le bilan des actions de la coordination. Ils se sont également prononcés sur l'avenir, notamment les échéances électorales locales à venir. On en parle avec Alexis Ouedraogo. À Bongwanou ce samedi, la coordination RHDP du Moronou fait son bilan. Cette réunion a été convoquée par le coordonnateur pour qu'on fasse un bilan. Et puis bon, on voit les perspectives, parce qu'il y a des élections locales à venir. Nous avons fait le point des difficultés que nous avons connues dans tout le Moronou, au niveau de nos militants, de nos bases. Ce qui s'est passé dans le Moronou, personne n'a vu venir. Nous pensions à un boycott, c'est-à-dire ne pas venir aux élections, mais de là à s'en prendre physiquement à des militants, c'était vraiment indescriptible. Le premier élément, c'est pour dire Yako. Yako à tout le personnel politique et à tous les militants du RHDP du Moronou. Malgré ces difficultés, il faut le dire, que ce soit les délégués départementaux, les délégués sous-préfectoraux, les délégués communaux, ils étaient à la tâche. Le coordonnateur régional a surtout félicité les militants du Moronou pour leur détermination à la cause du RHDP. Moi, je suis venu pour dire ne vous découragez pas. Bien entendu, on n'a pas participé à la fête plébiscitaire du président de la République. Mais il a été élu, et grandement élu,
C'est ça qui est important. Il a pour finir encouragé les militants à se remobiliser en vue de prendre leur revanche en faisant gagner le parti au prochain scrutin dans la région. Et ici à Abidjan, les coordonnateurs régionaux du RHDP dans la commune de Koumansi, de Port-Boué, étaient en tournée de remerciements, une tournée au cours de laquelle ils ont salué la détermination et l'engagement de leurs militants lors de la présidentielle du 31 octobre dernier. Plus de détails avec Éric Goré. Les militants de la base du parti des Oufouettistes à l'honneur, leurs efforts reconnus par la direction du parti. Ici, nous sommes dans la commune de Port-Boué. Les coordonnateurs Abdourahmane Sissé et Siandou Fofana sont allés remercier ces militants de vive voix pour avoir été au four et au moulin. Nous sommes d'autant plus heureux qu'en venant ici, nous avons à la bouche merci aujourd'hui, merci pour demain, merci pour ce que vous avez fait pour nous pour tous les jours. En prenant la parole, Abdourahmane Sissé a rassuré les militants quant à l'avenir du parti. Le présent et le futur dépendent du passé. C'est grâce à vous, grâce à votre travail, que le président Alassane Ouattara a été élu. À ce que dans le programme que le président a décidé de mettre en place pour les années à venir, qu'il y ait des emplois pour les jeunes de Port-Boué. Nous vous demandons de rester mobilisés parce que le parti a besoin de vous. Le président Alassane Ouattara compte sur vous. Bientôt, ce sont les élections législatives. Le RHDP se prépare alors pour affronter cette autre épreuve qui va confirmer son leadership en Côte d'Ivoire. L'actualité hors de chez nous conduit au Ghana où le pays reste dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. Un scrutin serré entre le président Nana Akufo-Addo qui brigue un second mandat et son prédécesseur John Mahama Dramani, leader de l'opposition. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme dans tout le pays. Et c'est la fin de cette édition, la dernière de ce mardi 8 décembre 2020. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour et l'information ne s'arrête pas sur RTI 1. Retrouvez à 6h30 Régis Kofi dans Matin Bonheur. Bonsoir.